retrouver lorsqu'il est 17h à Libreville, surtout quand c'est mercredi, parce que c'est l'heure du Grand Banja. On espère que vous avez passé une excellente journée. Nous, on est en forme pour vous offrir les meilleures des informations. Comme vous le savez, on est toujours dans le récap 2022 et aujourd'hui, on va parler des universités. On va faire un petit récap des universités, des grandes écoles. C'est maintenant. Aujourd'hui, je suis entourée que d'hommes. Voilà. Comme je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, c'est moi qui gère le manja, même si c'est souvent pas très indiqué pour les femmes. Mais je suis bien là, à ma place. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? On va commencer par monsieur Franck Diata. Bonsoir, mais c'est un honneur d'être dans un banja administré par une femme. Vive la femme gabonaise. Comme quoi les choses changent, la donne peut changer. C'est un plaisir de vous revoir. Ça faisait très très longtemps que vous n'étiez plus revenu sur notre plateau. C'est vrai. J'avais décidé de disparaître un tout petit peu, mais bon, je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose dès lors qu'il s'agit simplement d'essayer de contribuer régulièrement. Voilà. Juste en face, on va commencer et terminer par le plus grand. On va commencer par Hans Saba, qui est président de la mutuelle de l'université Omar Bongo, Ondimba. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Ça va. Vous avez l'air très crispé. Non, pas du tout. C'est à cause de la présence du recteur juste à côté? Non, pas du tout. Mais c'est la réalité à mon proche, on va dire, mon interlocuteur le plus proche, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Pour parler à l'interlocuteur le plus proche avec nous ce soir, bonsoir Monsieur Mesmen Noël Soumao. Comment allez-vous? Ça va, merci. C'est une première dans le Grand Banja. Vraiment une première. C'est un honneur pour nous de vous recevoir quand on sait que ça a été compliqué avec tout ce que vous avez à gérer comme affaire. Merci de nous accorder ce temps. Rassurez-vous, c'est un honneur également pour le recteur de l'université Omar Bongo que de venir m'entretenir avec vous, tant que c'est une émission qui intéresse énormément les jeunes et c'est une opportunité que vous me donnez, donc de pouvoir m'entretenir directement avec la jeunesse gabonaise. Alors, on va commencer par le commencement. On est en début d'année. J'ai envie de vous demander, c'est mon rituel depuis le début de l'année, comment avez-vous passé vos fêtes? La nativité, le nouvel an? En famille, rien qu'en famille, étant entendu que je considère que la fête de Noël, tout comme la fête de la Saint-Sylvestre, est une occasion de rassemblement et de resserrer les liens familiaux. C'est la même chose pour Monsieur Franck Diata? La même chose, sauf que, à la différence de Monsieur le recteur qui est resté à Libreville, moi je suis allé le représenter à Mouila. Ah. Voilà, en famille aussi, bien entendu. Et ça s'est bien passé? Oh, très bien, sauf qu'il y a un problème particulier à Mouila qui fait que cette ville devient vraiment difficile à vivre, ce sont les délestages. Alors, nous avons passé les fêtes avec la moitié du temps dans le noir. Alors, vous imaginez, quand vous avez des jeunes enfants, par exemple, c'est très difficile, mais bon, malgré tout, ça reste Mouila la belle avec les Timba de Mouila, voilà. les indétrônables Timba. Voilà. Et vous, Hans, comment avez-vous passé ces fêtes de fin d'année? Bien, la fête de Noël. On sait que ça a été très agité. Oubliez oui. Que le recteur est à côté de vous. La fête de Noël, je l'ai passée en harmonie avec mes camarades à l'université Omar Bongo, parce que nous avons eu une activité avec un partenaire et durant laquelle nous avons remis des cadeaux aux enfants des étudiants. Voilà. Et la fête de fin d'année en famille aussi. Voilà. Alors, de belles fêtes et on espère que la traversée jusque-là se passe bien. Donc, une année pour nos invités qui commencent dans le calme. Aujourd'hui, on va parler de l'univers des grandes écoles et de l'université. On va commencer par la plus grande, donc la grande sœur. Monsieur le recteur, je peux simplement couper monsieur le recteur ou je dois dire... À votre convenance, je vous en prie. Alors, monsieur le recteur, l'UOB, plus d'une cinquantaine d'années, l'UOB a hébergé beaucoup d'étudiants dans plusieurs têtes dans ce pays. Comment l'UOB se porte aujourd'hui? Écoutez, comme vous venez si bien de le dire, l'université Omar Bongo, l'université nationale du Gabon, créée en 1970 par feu président Omar Bongo, devenue université Omar Bongo en 1978, a fêté donc en différé son jubilé.
Et ça a été donc une occasion pour tous les acteurs de l'université Omar Bongo de faire le point, le bilan de cette grande maison. Je me plais toujours à rappeler que la mission qui avait été assignée par celui dont la volonté était de former l'élite nationale au plan de manière endogène a été bien remplie. Et je me plais généralement à rappeler à d'aucuns qui aujourd'hui se plaisent à vouloir remettre en cause cette grande université, que dit qu'aujourd'hui, quand nous faisons le point, le bilan de cette université, elle a rempli les missions qui lui ont été assignées. Pour preuve, quand vous regardez les responsables des plus grandes institutions de la République, tous, je dis bien toutes les grandes institutions, partant de la Cour constitutionnelle, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la primature, je passerai par également les membres du gouvernement, la majorité de ceux qui gèrent ce pays ont été formés à l'université Omar Bongo. Je me permets de ne pas citer, mais je vous renvoie tout simplement à ceux qui ont une connaissance de la Maison Gabon, de voir de qui je parle. En tout cas, la réputation est connue, l'UOB a su semer les bonnes graines, et puis on peut le constater aujourd'hui. Et qu'en est-il de la mutuelle de l'université Omar Bongo, monsieur Ansaba? Comment se porte-t-elle? La mutuelle ne peut que se porter comme les étudiants et ne peut se porter que comme l'université, bien évidemment. Il y a juste des difficultés de fonctionnement. Si l'université a des difficultés, qu'en est-il de la mutuelle? C'est presque la même chose. Donc, on se porte comme l'université se porte. On reviendra en détail, même si c'est un peu... Non, mais pas en détail. C'est un peu chevauché. Monsieur Franck Idiata, vous êtes présentement sur le plateau en tant que président du comité des grandes écoles privées. Et on peut pas ne pas le citer. Vous êtes aussi le fondateur de EM Gabon, qui est une université qui existe depuis 13 ans, vu qu'on est en 2023, 13 ans maintenant aujourd'hui. Comment votre université se porte et les universités privées du Gabon? Bon, permettez-moi d'abord, parce que je suis aussi professeur à l'université Omar Bongo, le recteur en face est mon chef, c'est le recteur, de donner quand même un avis d'enseignant, d'un enseignant-chercheur. Je crois que les collègues me le reprocheraient si je ne tire la couverture que du côté des établissements privés. Et ça ne serait même pas juste vis-à-vis de mes étudiants de l'UOB et vis-à-vis des collègues de façon générale. Le recteur l'a dit très justement, l'université a rempli sa mission. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'université Omar Bongo que nous avons connue est l'université du siècle dernier. C'est tout. J'ai même envie de dire du millénaire dernier, parce que là, nous avons attaqué un nouveau millénaire. Quand je le dis, c'est pour solliciter simplement des réformes en profondeur, parce que l'université connaît d'énormes difficultés, et monsieur le recteur en face est un grand homme, parce que il porte cette maison à bout de bras. Il se bat presque tout seul. Vous remarquerez qu'il ne se passe pas un jour sans que on ne constate un vol. Des gens viennent dérober des splits, ainsi de suite. En d'autres termes, l'université Omar Bongo a besoin d'une mue. Mon avis à moi, c'est qu'il faut raser cette université. J'ai eu l'honneur Ce n'est pas trop drastique, non, monsieur regardez, Idiata? j'ai eu l'honneur en 2011, je suis allé participer au CCG du CAMES à Abidjan. Ils avaient rasé l'université de Cocody, complètement. Nous avons fait le CCG à l'ENS, juste à côté. Tout rasé. Et allez voir cette université aujourd'hui, comment elle a été reconstruite. Je pense que, mon avis, c'est que pour l'université Omar Bongo, il faut absolument qu'on en arrive là, qu'on remette en place un certain dispositif plus conforme aux attentes d'une université du 3e millénaire, aux attentes des étudiants. Vous avez un jeune président de la mutuelle, vous avez les enseignants, vous avez tout le monde. Regardez, on a même du mal à rester à l'université au-delà de 18 heures parce qu'on a tous peur d'être agressés.
Alors, même des questions de sécurité, des questions de police universitaire. Je vous dis, le recteur Soumao est quelqu'un qu'il faut décorer. Et je le lui ai toujours dit parce qu'il se bat. Hein. Les enseignants, pour l'essentiel, font leur cours et rentrent chez eux. Mais lui, il est là, du matin au soir, parce qu'il faut porter la maison. Donc, c'est mon avis d'enseignant. Je suis enseignant à l'UOB depuis 22 ans, je crois, mais je suis de l'UOB depuis 1987. J'y suis rentré comme étudiant en octobre 1987. Et donc, maintenant, je vais répondre à votre question. Comment se portent les établissements privés? Je ne sais pas si tous les établissements ont la même santé, mais on peut dire que globalement, les établissements privés se portent plutôt bien. Si on prend un seul critère, celui de la rentrée par exemple. Nous sommes en 2022-2023. Les établissements privés en sont pratiquement à la fin du premier semestre de l'année. Et donc, on peut penser que ces établissements-là vont boucler leur année bien plus tôt avant l'échéance que nous connaissons tous pour 2023, à savoir l'élection du président de la République. Donc, à ce moment-là, je pense qu'au mois de mai-juin, l'année académique 2022-2023 sera bouclée pour le privé. Qu'en sera-t-il pour le public et à l'UOB? Je crois que le recteur se bat pour cela et on peut compter sur lui si les autorités lui donnent évidemment les moyens qu'il faut, s'il a les nominations qu'il faut pour l'accompagner, parce que quand vous avez un recteur qui travaille seul, sans vice-recteur par exemple, c'est quand même un problème. Pour m'ôter les mots de la bouche, parce que c'était la prochaine question adressée au recteur, on voit tout le travail qui est abattu sur le terrain, mais aujourd'hui vous êtes sans vice-recteur, sans secrétaire général. Comment se passent les tâches au quotidien? Écoutez, je voudrais remercier mon collègue Franck Idiata d'avoir soulevé ce problème de dysfonctionnement au niveau de l'organigramme de l'UOB. Je me serais bien passé de l'évoquer parce que c'est une question qui me torture. Je ne voudrais pas revenir non plus sur les conditions de mon accession au rectorat de l'université Omar Bongo. Pour renchérir ce que le professeur Franck Idiata vient de dire, j'ai été nommé à la tête de l'université en février 2020, suite bien entendu à la démission du professeur Marc-Louis Ropivia, qui n'avait pas achevé donc son mandat. Et il s'avère qu'en accédant au rectorat, en tant que vice-recteur chargé des affaires administratives et de la coopération universitaire, je me suis retrouvé tout seul à la tête de l'université, à savoir sans vice-recteur 1, sans vice-recteur 2. Et il s'avère également que, quelque temps après, le secrétaire général adjoint de l'université Omar Bongo est décédé et il n'a pas été remplacé. De telle sorte que, à la tête de l'université Omar Bongo aujourd'hui, se trouvent deux individus, le recteur que je suis et madame le secrétaire général, qui sont appelés donc à diriger cette institution qui, il faut le dire, a quand même près de 600 enseignants-chercheurs, près de 400 ATOS. Et pour vous dire, nous avions atteint, il y a 3 ans, un pic de près de 30 000 étudiants. La hiérarchie, ou du moins les autorités compétentes, ont jugé utile de dégraisser sous mammouth qu'est l'université Omar Bongo pour nous ramener à une université plus humaine, au regard bien entendu également des structures d'accueil qui ne sont plus conformes donc à la démographie de la population. Donc c'est vous dire que c'est une tâche difficile, ardue, que madame le secrétaire général et moi, au quotidien, essayons de faire en sorte que le paquebot UB ne puisse pas couler. À cela, il faut également ajouter qu'au niveau des facultés, nous avons également un certain nombre de postes, un certain nombre de directeurs de département qui assurent des intérims qui n'en finissent pas. Alors, revenir, mais vraiment sur les propos de Monsieur Franck Idiata qui
Je pense, pour moi, mon avis, à mon avis, c'est assez drastique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les contours que vous connaissez, le travail acharné au quotidien, vous pensez qu'il faut effectivement raser l'université Omar Bongo Ondimba? Je n'irai pas aussi loin que le professeur Franck Diatta, parce que l'université, pour moi, doit être conservée comme patrimoine. Il faut certes, effectivement, comme il l'a si bien souligné, revoir le mode de fonctionnement, revoir effectivement s'arrimer à l'université du 3e millénaire, et nous reviendrons peut-être là-dessus. L'université Omar Bongo a eu à souffrir effectivement de la période du Covid parce que nous n'étions pas suffisamment préparés en ce qui concerne donc la digitalisation, la numérisation, de telle sorte que nous avons vraiment peiné à pouvoir reprendre les activités pédagogiques. Donc de ce point de vue, l'université Omar Bongo accuse un gros retard en termes d'infrastructure. L'État a jugé utile de revoir, de restructurer, mais là encore, nous nous plaisons souvent à le dire à l'université Omar Bongo, on ne peut pas construire l'université Omar Bongo en ignorant ce qui, au quotidien, notamment les enseignants, les administratifs et même les étudiants, sans pour autant avoir l'avis des spécialistes que nous sommes en matière d'éducation, si l'on veut faire des réformes, si l'on veut restructurer l'université Omar Bongo. Et donc là, nous avons constaté simplement qu'un certain nombre de travaux se sont faits en dépit du bon sens, en ne tenant pas compte, bien entendu, des avis des acteurs de l'université Omar Bongo. L'université 2021-2022 s'achève à l'université Omar Bongo Ondimba. Est-ce qu'on peut avoir un récap des activités marquantes de l'année 2022? Deux grandes activités ont rythmé la vie de l'université Omar Bongo au cours de cette période. Il y a d'abord les états généraux de l'université Omar Bongo et ensuite, bien entendu, le cinquantenaire, le jubilé de l'université Omar Bongo. Oui. Ça a été de grands moments de réflexion. Ça a été également de grands moments de catharsis où l'université s'est regardée dans le miroir pour faire le point de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et dans les prochains jours, la réflexion des États généraux va être officiellement remise au gouvernement pour leur faire part des recommandations qui ont été celles des acteurs de l'université sur tous les points de la gouvernance de l'université. Et nous espérons vivement que cette réflexion qui concerne tous les pans de l'université seront prises en compte par les plus hautes autorités pour entrer, comme le disait mon collègue, le professeur Franck Diatta, pour que l'université Omar Bongo rentre dans une nouvelle ère. Disons tantôt, l'université a rempli les missions qui étaient les siennes jusqu'à un moment donné. Mais il va falloir donc passer à une autre dimension pour que l'université Omar Bongo s'arrime au canon des universités du nouveau millénaire. Récap des activités. Donc, on suppose que vous avez participé au cinquantenaire de l'université Omar Bongo. Aujourd'hui, quels sont le récap qu'on peut faire au niveau de l'université par rapport aux étudiants? Merci. À la suite de ce que vient de dire Monsieur le recteur, pour nous, la communauté estudiantine, j'ajouterai un événement que Monsieur le recteur vient de citer. C'est l'élection du nouveau bureau de la mutuelle que je préside aujourd'hui, parce que c'est durant cette année que nous avons été élus. Je ne vais pas refaire l'histoire sur toutes les difficultés que nous avons rencontrées d'abord pour l'organiser et ensuite pour l'investiture du bureau, parce que élu en janvier, nous avons été investis en juillet. Donc, ce qui fait qu'en termes de bilan, actuellement, il est difficile parce que ça fait 6 mois que nous sommes là. Voilà, ça fait 6 mois. Effectivement, le bureau sortant a participé aux états généraux. Et le cinquantenaire, bien sûr, qu'il a débuté l'année dernière, il a été clôturé cette année. Donc nous avons participé aussi pour la clôture de ce cinquantenaire-là. Parlons des activités universitaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'étudiant propose aussi? Parce que l'étudiant, oui, c'est un apprenant, mais il doit aussi participer, il doit aussi proposer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous proposez au rectorat pour améliorer les conditions
estudiantine à l'université Omar Bongo? Merci. Bien évidemment, nous sommes une force de proposition. C'est là ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons que proposer. Nous ne prenons pas des décisions. Donc, au quotidien, nous sommes auprès des autorités universitaires, auprès du ministère de tutelle, bien évidemment, pour des propositions et aussi pour dénoncer certains faits. Voilà. Mais après, comme je dis, nous n'avons pas, malheureusement, la solution. Parce que c'est pas, à la fin, c'est pas nous qui décidons. Donc, il y a tellement de propositions que nous faisons sur les situations, des situations que nous vivons au quotidien. Je prendrai le cas de l'insécurité aujourd'hui. Parlons-en. Voilà, le cas de l'insécurité, parce que le professeur Idiata l'a dit, il ne se passe pas un jour que nous ne enregistrons des actes de vandalisme au sein de l'université Omar Bongo. Donc ça fait longtemps qu'auprès des autorités universitaires, nous appelons à la mise en place d'une police universitaire parce que nous sommes conscients que c'est vraiment une des solutions pour, bien évidemment, y remédier à ce problème-là. Et à la côté aussi, il y a la cité universitaire. Parce que nous, les étudiants, nous avons perdu, on va dire, le territoire ne nous appartient plus à l'université Omar Bongo. Et c'est encore le professeur Idiata qui le disait, c'est pas seulement les enseignants, aussi les étudiants. À partir de cette heure, au moment où je vous parle, l'étudiant, quand il est à l'université, il tremble. Et pour sortir, il faut sortir en groupe. Parce que si vous avez la malchance de cheminer seul, à partir de 18h, vous êtes exposé. Donc, il faut reconquérir l'environnement. Et ça passe par il faut qu'on réloge les étudiants au sein du campus. Parce que depuis aussi qu'on a des gapiers, il faut le dire, le campus universitaire, et bien évidemment, ça fait en sorte que l'insécurité s'agrandisse. Donc, on peut, la barrière en entendant, moi je le dis tout le temps, on ne sait pas quand elle va se terminer. L'université, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 4 kilomètres, si je ne me trompe pas. Donc, des travaux, mais pendant ce temps, il y a des actes de vandalisme. Voilà. Donc, disons, il faut des solutions immédiates en entendant la police universitaire que nous réclamons, en entendant la finition de la barrière qui, entre guillemets, pour nous vraiment n'en est pas vraiment une parce que on ne pense pas que ce sera vraiment la solution. Il faut, à la suite de cette barrière, ajouter la police universitaire. Donc, en termes d'activité, c'est aussi difficile parce que nous sommes une université et la plus grande université du pays. Et lorsque vous êtes président de la mutuelle de l'université Omar Bongo, comme moi, on vous dit, bah oui, lui là, c'est un jeune, il est puissant. Pourquoi? Parce qu'on ne nous voit que lorsqu'il faut revendiquer. Malheureusement, le président de la mutuelle ne sort que lorsqu'il faut dénoncer des faits, mais difficile de revaloriser le potentiel que nous avons en tant qu'étudiants, que ce soit en termes d'activité, qu'en termes de créativité, alors que nous avons vraiment du potentiel. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour nos activités, pour organiser nos activités. L'université nous accompagne le plus souvent, le Centre national des universitaires aussi. Mais il est temps pour nous, on dit qu'il est temps quand même de revoir le fonctionnement interne de l'université. Et ça commence par les étudiants nous-mêmes, parce que nous sommes une structure, on va dire, étudiante. Donc, entre étudiants, il faut déjà qu'on commence. C'est vous qui faites l'université. C'est nous qui le faisons. Mais là, nous avons demandé, par exemple, à nos camarades que c'est notre organisation. L'université nous a aidés en mettant cette structure-là en place. Parce que la mutuelle est née d'un arrêté rectoral. Et avec des différents contours qui régissent son fonctionnement. Voilà. Donc, autour de ça, il y a la cotisation de l'étudiant d'abord lui-même. Parce qu'avant de compter sur des partenaires, avant d'aller vers l'université, avant d'aller vers le CNU, nous-mêmes, on doit déjà être organisés. Voilà. Donc là, nous rappelons aux étudiants, par exemple, qu'il faut que vous cotisiez pour la mutuelle, pour le fonctionnement, pour nos activités internes. Voilà. Mais c'est un problème. Entre nous, déjà, c'est un problème. L'argent que nous demandons, c'est pas l'argent pour, bien évidemment, on peut accompagner l'université. Hein. On l'a fait au lycée, on avait des coopératives quand il y a des difficultés, qui pouvaient, avec l'argent de la coopérative, faire des actions. Mais nous, on ne peut pas. Nous sommes vraiment liés parce que nous n'avons pas un fonctionnement interne. Et nous avons demandé aux étudiants cette année bien évidemment, c'est leur devoir de cotiser pour la mutuelle et de le faire à partir de cette année. Et pour ça, nous souhaitons qu'ils vont coopérer parce qu'il en va du bon fonctionnement de la mutuelle. Parce que nous disons la mutuelle, c'est pas seulement pour la revendication. C'est pas seulement pour la revendication. C'est aussi pour notre épanouissement et pour valoriser le potentiel que nous avons. Durant nos années lycée, on avait tendance à parler entre condisciples. Quand on était en terminale, tout le monde se posait la question, où va-t-on finir? Généralement, la réponse était, on sera au grand portail. On va aller au grand portail. Mais le grand portail, à ce moment-là, symbolisait l'université où on peut retrouver un enseignement de qualité, où on peut faire son cursus en toute sécurité. Mais depuis quelques années, on constate qu'on a une
prolifération d'universités privées, malheureusement souvent reconnues ou pas reconnues. Aujourd'hui, Monsieur Franck Idiata, votre université s'inscrit parmi une des universités au Gabon qui est reconnue par l'État, qui aujourd'hui a des diplômés qui sont reconnus de l'État, mais à côté, on a beaucoup de charlatans. Comment cela s'explique? Le charlatanisme existe partout, dans tous les domaines. Hein. Depuis les vrais Nganga dans les villages, il y a beaucoup de charlatans aussi. Il y a de vrais Nganga, mais il y a des charlatans. Et malheureusement, c'est dans tout le dispositif social. Ce que vous dites est juste. Mais il faut aller au cœur donc de la décision des plus hautes autorités de l'État au début des années 2010. Les problèmes de l'université Omar Bongo, qui est la mater de l'université gabonaise, ont entraîné comme principale conséquence que les étudiants se détournent de notre université nationale. Le recteur le sait aussi bien que moi. À un moment donné, c'était 70% de taux d'échec, par exemple. C'était des redoublements, par exemple, du fait de conditions évoquées par notre jeune étudiant ici. À tort ou à raison, plus à tort, parce que moi je considère que l'université Omar Bongo est le meilleur établissement au regard du niveau des enseignants chercheurs. Il n'y a pas meilleur établissement au Gabon que les 3 grandes universités publiques. C'est là que nous avons des maîtres assistants, c'est là que nous avons des maîtres de conférences et des professeurs titulaires. Simplement que, dans le cas de l'UOB croule sous de difficultés terribles. Regardez, lorsque le jeune homme vous parle de cotisation, bon, ça paraît invraisemblable. Je lui oppose une simple comparaison. À l'UM Gabon Université, par exemple, les étudiants payent leurs frais de scolarité. Ça n'est pas 35 000. Parce que si vous calculez le coût de la formation d'un étudiant à l'UOB, ça n'est pas 35 000. 35 000, ce n'est que l'inscription administrative. Il y a une dizaine d'années, on avait fait un calcul. Un étudiant en L1, première année de licence, coûte à peu près 10 millions de francs. C'est simple, vous prenez toutes les charges de l'université, salaire enseignant, eau courant, administration, etc. Vous avez l'enveloppe. Et cette enveloppe-là, vous la divisez par le nombre d'étudiants. Et vous allez voir ce que l'État gabonais devrait payer en complément des 35 000 francs. Donc, je vous disais, par rapport à l'UM Gabon Université, dans ce que l'étudiant paye, il y a 10 000 francs de frais de mutuelle. Le calcul est simple. Si vous avez 1000 étudiants, ça fait 10 millions. Si vous avez 2000 étudiants, ça fait 20 millions. Et ça, c'est un budget immédiat pour la vie étudiante. À l'UM Gabon Université, le président de la mutuelle a le statut de vice-président étudiant comme partout ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, il faut raser, regardez. C'est ce genre de choses qu'il faut revoir. Et il est salarié à partir du moment où il est il est dans l'organigramme vice-président. Dès qu'il est élu président de la mutuelle, le président de l'UM Gabon Université prend une décision qui le nomme vice-président étudiant. Il est numéro 2 de l'organigramme et il a un salaire mensuel pendant tout son mandat et il a son budget, c'est-à-dire qu'au départ, il a 20 millions. C'est l'argent qu'il gère, en plus de tout ce que l'établissement lui donne. Vous le voyez sûrement. Les activités, c'est un peu de tout. Ils sont à l'aise, ils sont heureux. Mais pour la simple raison que ils ont les moyens de leur politique, ce que vous n'avez pas, parce que vous ne payez que 35 000. Et donc, si le recteur n'a pas le complément, pourquoi voulez-vous qu'il fasse la magie? Donc, voilà le problème. Maintenant, pour revenir à votre question, le gouvernement donc s'est rendu compte que, le chef de l'État aussi, c'est d'abord sa politique qui est mise en œuvre, que de plus en plus de Gabonais vont étudier à l'étranger. De plus en plus de parents choisissent l'étranger. C'est parfois une terrible aberration, parce qu'un jeune de 16, 18, même 20 ans, vous l'envoyez à l'étranger en première année, ça se passe toujours mal. En France, c'est plus de 80% de taux d'échec. Et ce sont des statistiques Campus France, n'importe qui peut y accéder. Donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement s'est rendu compte que c'était plusieurs dizaines de milliards de bourses à l'étranger. En plus de ce que les parents payent eux-mêmes, c'est, à mon avis,
pas loin de 90 milliards que l'État gabonais, que le Gabon reverse dans ces pays-là. Le Gabon finance le développement de ces pays-là, alors qu'à l'inverse, nous ne recevons pas d'étudiants de l'étranger. Nous ne recevons pas d'étudiants sud-africains, tunisiens, marocains, etc. On est bien d'accord. Ce sont les Gabonais qui vont étudier dans ces universités-là. Et donc, le gouvernement avait dit, il fallait inverser la tendance, faire en sorte de diversifier la qualité de l'offre de formation au Gabon dans un dispositif national qui intègre les partenariats publics-privés. C'est donc dans ce cadre-là que la porte a été ouverte pour permettre à des promoteurs nationaux et internationaux de pouvoir créer des universités. Oui, mais là, on est carrément dans un fourre-tout. On est dans un fourre-tout, vous avez parfaitement raison. Pour moi, si vous voulez citer de très bonnes universités au Gabon privées, sans faire de pub, parce que c'est pas l'objet de l'émission, vous avez une université comme l'Université internationale de Libreville, c'est fabuleux. C'est-à-dire quand vous regardez les structures de cette université, même en voyageant dans les 54 pays en Afrique, vous serez émerveillé et fier d'être gabonais. Vous avez, je ne vais pas citer un Gabon, mais vous avez des établissements comme BBS par exemple, soutenus par la banque. C'est de très bons établissements. Tous ces établissements-là qui ne répondent pas forcément au portefeuille du parent ou des Gabonais lambda qui n'ont pas assez de moyens. Même aux États-Unis où les gens, comme vous le dites, ont assez de moyens, il y a Harvard. Tout le monde ne va pas à Harvard. Tout le monde ne va pas au MIT. Donc, écoutez, il y a plusieurs types d'universités et chacun choisit celle qu'il veut en fonction de sa bourse. La même chose pour les maternelles ou les prématernelles. Tout le monde ne va pas ici ou là. Il y en a, c'est 10 000 par mois, 20 000, 50, 100. Non, c'est pas ça le problème. Le problème est là. Je pense que vous touchez vraiment un point essentiel. Ce sont les normes. Vous savez, il y a des pays, je discutais avec des amis tunisiens à Tunis. Pour ouvrir une université privée, on vous donne un cahier de charges. Vous ne pouvez pas vous servir d'une maison d'habitation avec quelques petites chambres, quelques petites bicoques et prétendre que c'est une université. Là, c'est un problème. Mais on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je suis de nature optimiste. Je pense que même ces universités-là qui ont ce type de difficultés aujourd'hui vont s'améliorer à condition que l'État, évidemment, mette en place un véritable dispositif avec une inspection pour contrôler et que la contrepartie existe. Parce que là aussi, l'État ne donne aucune contrepartie. Ce sont des promoteurs. Au Sénégal, on vous donne des parcelles. Si vous voulez créer une université, l'État vous donne des parcelles. OK, vous voulez le faire? Vous aidez l'État, parce que les privés aident l'État. Tous ces étudiants-là seraient à l'étranger s'il n'y avait pas d'établissement privé avec leurs qualités et leurs défauts. Mais l'État n'apporte pas grand-chose. Au moins les parcelles, au moins une contribution au niveau de la fiscalité. Hein? Vous voulez importer même des ordinateurs ou autres, vous voulez importer du matériel didactique, vous payez la douane. Mais enfin, chez les autres, ça ne se passe pas comme ça. Le coup de pouce de l'État qui est attendu par les établissements, c'est celui-là. On en parlera tout à l'heure, si vous le souhaitez, sur la cacophonie actuelle, sur la problématique d'orientation des étudiants entre le CESUP et l'ANBG, si vous voulez. Donc, les établissements, avec leurs forces et leurs défauts, leurs faiblesses, font leurs efforts. Dans le cas de l'UM Gabon, nous nous inscrivons dans le dispositif national et nous sommes partenaires de l'UOB. Le recteur est ici. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec l'UOB. Nous le faisons avec l'encadrement de l'Université Omar Bongo. Je vous l'ai dit, c'est l'UOB qui a toutes les compétences qu'il faut. Malheureusement, au niveau des structures, c'est encore quelque peu problématique. Mais vous allez lire mon livre bientôt où je vous démontrerai pourquoi il faut raser l'UOB et reconstruire une dynamique nouvelle, un imaginaire nouveau de l'université avec tous les équipements qu'il faut. Les pays voisins le font. Nous, on est Gabonais, donc on peut le faire. Mais on va quand même rester sur cette porte ouverte. Moi, j'insiste aujourd'hui dessus parce qu'il y a plein de parents aujourd'hui qui se sont fait berner. Il y a le niveau de l'étudiant gabonais qui est en régression, mais et ça se voit à vue d'œil. Il y a
Il y a qu'à scroller un peu sur les réseaux sociaux, le niveau de grammaire, le niveau de réflexion, le niveau d'échange quand il faut débattre. Aujourd'hui, monsieur le recteur, comment appréciez-vous toutes ces universités privées qui envahissent nos villes un peu au même titre que les églises qui naissent dans chaque quartier tous les jours? Je voulais d'abord rebondir sur les interventions du président de la mutuelle de l'UOB en ce qui concerne les activités socio-éducatives, enfin, la vie étudiante de manière générale. Il y a une réforme de l'université qui a été faite de telle sorte qu'il y a une répartition des compétences dans le campus. Le rectorat ne s'occupe plus essentiellement que des activités purement académiques, pédagogiques, recherche. Tandis que tout le volet de la vie étudiante, en ce qui concerne toutes les activités sportives, culturelles, associatives, relève de la compétence du SENU. De telle sorte que quand les étudiants, notamment le président de la mutuelle, vient vers moi, je suis chaque fois obligé de dire attention au conflit de compétences. Le problème que vous venez de me poser ne relève pas de la compétence du recteur, mais du DG du SENU. J'ai la chance d'avoir à la tête la direction générale du SENU, également un collègue et petit frère avec qui nous entendons très bien. Et chaque fois que je le renvoie la balle, il comprend très bien. Mais il n'en demeure pas moins que le recteur que je suis ne peut pas être insensible aux problèmes qui me sont posés par les étudiants. C'est d'autant plus que moi-même, ayant été un grand sportif, notamment quand on me pose des problèmes de sport, je ne peux pas être insensible à ces questions-là. Donc du coup, effectivement, il m'arrive de temps en temps, bien entendu, de donner un coup de pouce en ce qui concerne donc les activités de la mutuelle étudiant. C'est la première chose. La deuxième chose également, sincèrement, le professeur Franck Diatta me connaît, je ne suis pas quelqu'un qui manie la langue de bois. Oui. Hein? Il le sait autant que moi. Et il le dit si bien. Indépendamment de tous les problèmes structurels que connaît l'université Omar Bongo, il n'y a nulle part ailleurs qu'à l'université Omar Bongo où vous allez trouver les professionnels de l'enseignement. Nous sommes régis aujourd'hui par le CAMES. C'est à l'université Omar Bongo que vous allez trouver tous les spécialistes. Et il le dit si bien aussi. L'EM Gabon fonctionne en partenariat avec l'université Omar Bongo. Et tout juste à côté, au Cameroun, il n'y a aucune structure d'enseignement supérieur privé qui puisse fonctionner sans avoir été adoubée ou sans avoir été en partenariat avec une université publique. Sous la tutelle pédagogique. Sous la tutelle pédagogique. Et ça, nous avons effectivement ce partenariat avec UM Gabon. Nous avons également ce partenariat avec l'Université internationale de Libreville, de telle sorte que nous fonctionnons en synergie. Les maquettes de formation, toutes les activités sont généralement sous le sceau, sous le parrainage de l'université Omar Bongo, de telle sorte que à l'international, notamment au niveau du CAMES, leur habilitation ne pose aucun problème parce qu'ils savent qu'il y a derrière UM Gabon, derrière l'UL, donc l'université Omar Bongo, qui est l'université de référence. Donc il faut également que ce soit acté pour éviter tous ces dérapages, pour éviter effectivement ces charlatans qui viennent vendre, bien entendu, aux parents naïfs dont la volonté effectivement de voir leurs enfants s'épanouir intellectuellement puissent aller dans des structures qui ne correspondent pas au canon académique. Et parfois, il m'arrive un petit peu d'égratigner. Nous avons eu depuis lundi les journées d'information, parce que l'université Omar Bongo est également victime de désinformation et d'intoxication, de telle sorte que nous avons cette année voulu, notamment pour ceux qui ont eu le courage, parce qu'il faut le dire également, il y a eu une grosse désertion de l'université Omar Bongo, pour leur dire qu'en venant à l'université Omar Bongo, vous avez fait le bon choix et que vous ne regretterez pas. Et que, qu'on le veuille ou non, quand vous êtes diplômé de l'université Omar Bongo, vous avez plus de crédibilité que dans toute autre structure universitaire. Maintenant, c'est également bien pour l'université Omar Bongo que le réseau d'enseignement supérieur privé puisse se structurer
Et comme le disait si bien également le professeur Franck Diatta, le fait également qu'ils aient une association, ça permet également à ces universités qui sont dans cette structure, entre guillemets, de se jauger et de mettre un petit peu d'ordre. Parce que là aussi, les parents qui envoient leurs enfants au Sénégal, en Tunisie et ailleurs, mais ces établissements privés, parce que généralement c'est dans les établissements privés qu'ils envoient, ne sont pas meilleurs que les établissements privés qui sont ici. Bien sûr, exactement. Donc là aussi, c'est un message qu'il faut souvent envoyer envers les parents gabonais des enfants qui n'ont jamais quitté le territoire, qui ne sont jamais sortis de la famille qu'on envoie. Et avec les réseaux sociaux, vous avez certainement dû voir qu'il s'agisse du Rwanda, antérieurement en Afrique du Sud ou au Sénégal, tous les problèmes que posent ces jeunes Gabonais expatriés, immigrés pour les études et qui généralement, en fonction également du contexte, ont du mal à s'adapter. Est-ce qu'il existe là une crise de confiance entre les parents et les structures universitaires et l'université Omar Bongo? Parce qu'on constate que plus les années passent, plus on a plein d'élèves qui préfèrent ne même pas essayer de chercher une école dans notre pays. Ils préfèrent prendre leur envol ailleurs. Bon, ce que le recteur dit est très juste, mais pour moi, la désaffection de l'université, venant bien sûr des parents et surtout des jeunes bacheliers, vient de la réputation de l'université Omar Bongo. C'est une mauvaise... Mais là, je parle de l'université Omar Bongo et des universités privées. Je vais y répondre. C'est la mauvaise réputation de l'université, c'est une mauvaise réputation établie. Établie du fait de raisons endogènes et exogènes aussi. Depuis 1990, l'université Omar Bongo a été en ébullition permanente. Des grèves en permanence, des années académiques à n'en pas finir. Ça n'a rien à voir avec les enseignants ni avec leurs capacités, mais c'est toujours des problèmes généralement externes. Ce soit des grèves des étudiants, ce soit les situations d'intégration des enseignants, ce soit l'îlot d'Angondje, etc., qui n'ont rien à voir directement avec l'académie. Et vous avez des étudiants, moi j'en connais, on en connaît tous, qui ont perdu beaucoup de temps. Ça, c'est le premier problème. Donc les parents se disent, il vaut mieux envoyer notre enfant là où on est sûr, au moins, que l'année va se terminer normalement. Deuxième problème, le taux d'échec très élevé. On a fait des améliorations. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut décorer le recteur qui se bat seul. Je pense que le score est nettement en amélioration. Mais il fut un moment où il y avait au moins 70% de taux d'échec. Donc ça aussi, ça ne motive pas les étudiants et leurs parents. Et puis le troisième problème qui demeure aujourd'hui, c'est un problème d'adéquation formation-emploi. Dans ce sens que, c'est mon avis, le recteur le sait, on a raté la mue de l'université Omar Bongo dans le LMD. Moi, je suis en faculté de lettres et sciences humaines. Il y a très peu de départements, comme les départements de géographie ou de psychologie, par exemple, qui ont de vrais parcours professionnels. On en est toujours aux mêmes formations. On sait très bien que avoir, voyez-vous, 3000 étudiants, par exemple, en psychologie en première année, on est en train de noyer les pauvres enfants. C'est pas possible. Socio-linguistique, tiens, je suis linguiste, anthropo, etc. Vous voyez, le problème est moins vivace ou moins présent en droit ou en sciences éco. Là, on a quand même, si vous voulez, des parcours de professionnalisation établis. Et c'est ça le grand problème, qui a fait que les parents et les enfants choisissent l'extérieur, ou dans la plupart des cas, c'est aussi des taudis, où les gens ont des diplômes parce qu'ils payent. On le sait. Moi, j'ai fait le tour des pays où vous voyez, vous vous dites, mais enfin, certains établissements même, on vous dit, c'est des Gabonais, c'est que des Gabonais. Et comme le Gabonais a le mythe de l'étranger, n'ayons pas honte de le dire, tout ce qui vient de l'étranger a de la valeur au Gabon, contrairement aux Gabonais. On se demande même si on est compétent quand on regarde. Donc, le Gabonais va à l'étranger et vous amène un papier, alors qu'en réalité, ce papier n'a aucun lien avec une quelconque compétence. Voilà le problème. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que les enfants gabonais restent au Gabon.
qu'une très grande majorité de nos bacheliers restent sur place. Je pense que c'est cela le pari du président de la République, le pari du gouvernement en mettant en œuvre les partenariats publics-privés. Et nous y arriverons lorsque, comme disait le recteur, il y aura un meilleur encadrement des établissements. Moi, je milite pour un coaching de l'université publique. Dans les domaines de la santé, la référence, c'est l'Université des sciences de la santé. Dans les domaines des sciences et techniques, c'est l'USTM. Dans les domaines des sciences humaines et sociales, dans les lettres, c'est l'Université Omar Bongo. C'est comme cela que les choses doivent se faire, parce qu'à l'université, c'est le CAMES qui l'emporte, c'est la compétence, c'est le grade. Or, seuls ces établissements-là en sont équipés. Donc, je pense encore une fois que nous sommes sur le droit chemin. Les établissements privés, quoi qu'on dise, font un excellent travail. J'en connais au moins 30, vraiment, qui sont engagés dans le respect des normes, à condition que ces normes-là soient préalablement définies. Voilà. En Sabah, vous êtes étudiant du TIC au TAC. Vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir continuer vos études à l'extérieur ou de rester à l'UOB. Quel est votre choix? Mon choix, il est tout à fait clair. À partir du moment où je suis encore à l'université Omar Bongo, vous le dites parce que à cause de la pression du recteur à côté. Il est inscrit en thèse à l'université Omar Bongo. Donc il aurait pu partir. Oui. Je suis très fier. Aujourd'hui, je n'aime pas trop parler de moi. Je suis très fier. J'ai 2 masters que j'ai eu à l'université Omar Bongo, un master recherche et un master professionnel. Et aujourd'hui, je suis inscrit en thèse. Donc, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut endogénéiser les savoirs savants. Et je partage cela. C'est pourquoi je me suis inscrit en thèse ici. Donc, voilà, je ne peux pas dire que j'ai le mal de l'UOB, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est pourquoi je suis président de la mutuelle, justement, parce que je me dis qu'il faut valoriser cette institution-là. Voilà. Beaucoup se disent, mais il est en fin d'année, il est en fin de parcours, qu'est-ce qu'il veut encore? Mais je me dis que cette université m'a tellement donné. Aujourd'hui, je suis là, j'ai la possibilité de discuter avec vous, je suis fier. C'est parce que j'ai été formé à l'UEB. Et je me dis non, il faut redonner à l'UEB ce que l'UEB m'a donné, et c'est pour ça que je suis président de la mutuelle aujourd'hui, pour essayer de faire ce que je peux faire pour cette université-là. Avant de préparer le dernier tour de table, on va prendre quelques réactions. Permettez-moi de rebondir sur, monsieur le recteur. sur le niveau. On a toujours tendance, je reprends un petit peu le professeur Francky Diatta, en termes de taux d'échec, et que la responsabilité incomberait donc à l'université. Mais l'université reçoit les produits qui viennent du secondaire. Oui. L'université reçoit les produits qui viennent du secondaire. Donc nous n'avons aucune responsabilité sur le niveau des élèves que nous recevons pour être étudiants. Exactement. Ça, il faut d'abord déjà le dire. Que si réforme il doit y avoir une réforme qui partirait déjà de là-bas. Parce que là également, on va peut-être revenir là-dessus, sur les conditions d'orientation de ces élèves qui partent du lycée à l'université sans une transition, sans des informations préalables qui sont orientées sur la base des critères qui ne sont pas toujours objectifs sur le plan pédagogique. La sociologie, moi je suis sociologue de formation. C'est une discipline qui ne s'enseigne qu'à l'université. Or là, il aurait pu également déjà au niveau du secondaire qu'il y ait une relation, qu'il y ait une passerelle entre le secondaire et l'université. Et c'est d'ailleurs l'objectif également du LMD, que de faire en sorte que le passage du collège, du lycée à l'université, qu'il y ait des partenaires qui préparent les étudiants à entrer à l'université. Or là également, la réforme n'est pas allée à son terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur Francky Diatta, sur un certain nombre de formations qui sont aujourd'hui décriées, prétendument, dont le taux d'employabilité serait très faible. Je voudrais d'abord rappeler que nous sommes dans des sociétés particulières et nous allons vivre de plus en plus. La période du Covid nous a donné à voir un certain nombre de problèmes qui n'existaient pas. Nous sommes des sociétés structurées. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a aucune organisation qui puisse fonctionner, entre guillemets, normalement, si à l'intérieur de cette structure, vous n'avez pas un psychologue,
Vous n'avez pas un sociologue, et mieux encore, vous n'avez pas un anthropologue qui vous permette de comprendre la spécificité de fonctionnement des organisations de nos sociétés. Vous voyez bien, quand vous parcourez la ville de Libreville, les spectacles parfois désolants de tous ces jeunes qui déambulent pour un pays comme le Gabon, c'est pas honorant. Parfois devant des établissements, des adultes nus, qui exposés à la vue des enfants. Donc, et là encore, j'étais en train de discuter avec des anciens de l'UOB. Je voudrais d'ailleurs féliciter le ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui a énormément recruté des psychologues et des sociologues dans un certain nombre de structures pour l'encadrement dans cette période du Covid. Nous avons vu la nécessité de ces spécialistes dans un certain nombre de structures. L'hôpital, c'est bien, mais que peut valoir un hôpital rien qu'avec des médecins, sans psychologue, sans sociologue, sans anthropologue pour encadrer toutes ces populations. Et l'une des personnes qui avait déjà compris également le fonctionnement, c'est Albert Schweitzer, dans l'organisation de l'hôpital Lambaréné. Dans son mode d'organisation de l'hôpital Lambaréné, qui avait compris qu'un malade ne pouvait pas sortir de son environnement socio-culturel sans un accompagnement familial et autres. Donc il faut que nous puissions repenser également toutes nos organisations. Que peut valoir une entreprise sans à l'intérieur des psychologues, des anthropologues et même des linguistes. Francky Diatta le sait très bien. Notamment, nous qui avons fait une partie de nos études, où il y avait de grosses populations immigrées, si nous n'avions pas des psys, si nous n'avions pas des linguistes parfois, qui manipulent un certain nombre de langues pour servir d'interprètes et autres. Donc, c'est vraiment vous dire que, oui, c'est vrai, on peut penser qu'il y a un excès, mais ce sont des spécialités qui sont très importantes et dont nous allons avoir de plus en plus besoin dans les dysfonctionnements, dans le système anomique, pour reprendre une expression durkheimienne, de nos sociétés qui vont être de plus en plus confrontées à un certain nombre de pathologies qui n'existaient pas. Oui, sachant que la vie, elle est stressante, elle est de plus en plus speed. Docteur, Monsieur Diatta qui voulait répondre. Non, le recteur, c'est mon chef. Je vous ai dit que je suis prof à l'UOB, donc quand le chef a parlé, le chef a raison. Mais permettez-moi juste de faire une toute petite remarque. Le recteur le sait, le jeune homme le sait. L'étudiant, quand il va à l'université, c'est pas seulement pour avoir un diplôme, parce que si ce n'est que pour décorer sa chambre avec ce diplôme, ça sert à rien. C'est au final pour avoir un emploi. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui dans la plupart des parcours à l'université Omar Bongo, où vous avez très peu d'étudiants qui trouvent le boulot directement en lien avec leur formation. Moi, depuis que je suis dans le tertiaire, j'ai commencé à diriger l'Institut national des sciences de gestion. J'ai beaucoup changé. À l'EM Gabon Université, j'ai totalement changé ma vision de l'université et ma vision de la formation. Je crois sincèrement que ce que nous faisons là n'est pas bon et il faut changer les choses. Oui, on a besoin d'un anthropologue. Mais par exemple, si vous prenez l'école de santé de Libreville de l'EM Gabon Université, les étudiants qui sont dans un parcours santé ont un programme d'anthropologie. On soigne des êtres humains dans un environnement culturel donné. Il faut connaître ces gens-là. On a la philosophie. On connaît le rôle de la philosophie. On a la sociologie. Et on a même intégré les langues gabonaises. Donc, vous voyez, pour moi, ouvrir tout un parcours de psychologie avec 3000 étudiants, c'est envoyer ces étudiants-là au casse-pipe. Parce qu'on connaît le marché national. Vous voyez, le grand problème du Gabon, c'est la programmation. Dans les pays occidentaux et même certains pays africains, il ne faut pas qu'on croie que l'Afrique n'est pas capable de quoi que ce soit. On sait de quel type de main-d'œuvre on aura besoin dans 50 ans, dans 40 ans. Regardez, j'ai vu par exemple un reportage sur Gabon Télévision où le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale retroussait les manches pour faire cours au lycée Nelson Mandela.
Mais ça fait des années que notre pays est en déficit d'enseignants de mathématiques. Or, on aurait donc pu programmer la formation de ces gens-là pour se dire, bah, tiens, dans 5 ans, on aura besoin. On sait, par exemple, pour avoir un CAPES de mathématiques, on sait combien d'années il faut pour former un étudiant. Et donc, on voit l'année de naissance de chacun. On sait à peu près à quel moment tel va sortir du système pour la retraite et des remplacements progressifs. Moi, je m'inscris plutôt dans cette logique-là pour avoir non pas des systèmes de formation comme c'est le cas aujourd'hui. Pour moi, ma façon de voir le LMD, c'est totalement différent de ça. Pour moi, le LMD, c'est un menu où nous avons une majeure. Je vous dis, par exemple, quand je vois quelqu'un qui veut être comptable, il a la base comptabilité, mais il essaie d'insérer le maximum d'éléments qu'il veut en fonction de son projet professionnel. Donc, c'est cela ma vision. On en discute souvent avec le recteur, mais croyez-moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il a toujours raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi je pense que, professeur Francky Diatta, vous qui avez un moment servi comme expert au niveau de la CEMAC en ce qui concerne le LMD, il nous faut nécessairement des états généraux du LMD pour faire le point. C'est clair. Parce que là également, nous ne sommes pas allés au terme de cette appropriation de ce nouveau système d'enseignement. Le LMD, c'est d'abord et avant tout la professionnalisation. De ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le problème de la professionnalisation, il faut également qu'il y ait une espèce de relation entre système de formation et système de production. C'est sûr. Quelle est notre connaissance de système de production Gabon? Quels sont les besoins, entre guillemets, en termes d'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises sont dans le secteur pétrolier, dans le secteur tertiaire. Ouais. Et là également, il faudrait que nous ayons une cartographie des besoins de ces entreprises-là. Or, on a parfois l'impression qu'ils fonctionnent en vase clos. Moi qui suis né à Port-Gentil, qui ai grandi à Port-Gentil, je peux vous dire que Shell avait sa structure de formation interne, Total avait sa structure de formation interne, et ils avaient à l'intérieur des directeurs des ressources humaines. Aujourd'hui, pratiquement ces grandes entreprises se sont délestées des DRH. Ce sont des cabinets qui recrutent maintenant les personnels dont ils ont besoin. C'est pourquoi également la réforme de l'ONE est également un progrès qui peut nous permettre également d'avoir une cartographie des besoins de toutes ces entreprises-là. Exactement. Et effectivement, c'est pourquoi toutes les formations professionnalisantes que nous essayons de mettre en place, qui incluent les partenaires doivent nous permettre donc de mieux cerner les besoins de notre société pour que nos offres de formation soient en adéquation avec l'employabilité. Vous l'avez dit également. Pourquoi les grandes écoles privées se focalisent, je le disais encore hier, dans tout ce qui est sciences juridiques, sciences économiques et sciences de gestion. Parce que c'est là où il y a le plus grand indice d'employabilité. Mais là encore, en termes d'entrepreneuriat. Parce que là également, les étudiants qui ont cette formation sont capables eux-mêmes d'être des entrepreneurs. Mais nous rendons compte également que dans des disciplines, même les lettres, qui n'étaient pas soupçonnées, dont on disait c'est essentiellement l'enseignement, là également, je l'ai dit, sur le plan des industries culturelles, où le Gabon, avec toute l'imagination créatrice, je vois au niveau de l'université de nos étudiants, sont une mine également d'employabilité. Donc je pense effectivement, je suis tout à fait d'accord avec qu'il nous faut faire les états généraux de l'implémentation du LMD dans tout le système d'enseignement supérieur au Gabon.
Merci, merci. Et c'est sur ces mots, on va faire un rapide tour de table, mais saluer les internautes qui étaient connectés depuis le début de cette émission sur notre page en live, en direct sur Facebook. On a beaucoup de salutations pour le recteur. Il y a plein de questions, mais malheureusement, le temps qui nous est confié sur ce plateau tire à sa fin. Monsieur Francky Diata, Monsieur Soumao, Monsieur Saba, qu'est-ce qu'on retient? À la fin de la journée, l'université continue de fonctionner. Des perspectives pour 2023? Si oui, lesquelles? Écoutez, permettez-moi d'abord, au nom du conseil rectoral de l'Université Omar Bongo, de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir venir publiquement nous exprimer, nous adresser aux Gabonais pour leur dire, écoutez, l'Université Omar Bongo est la mère des universités, et que c'est votre université. Nous avons les professionnels qu'il faut. N'ayez pas peur. C'est avec vous, c'est tous ensemble que nous allons rebâtir cette université. Écoutez, en tant que président de la conférence gabonaise des grandes écoles et universités du privé, donc au nom du bureau que j'ai l'honneur de présider, constitué donc de l'Université internationale de Libreville, de l'Institut des hautes études économiques et entrepreneuriales, l'Université franco-gabonaise Saint-Exupéry, Échole, Lip School, l'Université Marine Zaba de Franceville et l'Université de Bisségué. Mon souhait, c'est que l'Agence nationale des bourses du Gabon, enfin notre souhait, ce n'est pas moi, Idiata, notre souhait, c'est que l'Agence nationale des bourses du Gabon et le secrétariat de l'orientation s'accordent leur violon pour nous épargner la crise actuelle qui fait que nous avons le SOSUP qui a orienté les étudiants dans les établissements. Et 2 mois de cours après, l'ANBG décide, elle aussi, d'orienter les mêmes étudiants, donc de les déboucher de l'établissement A pour les envoyer dans un autre établissement. Et ça crée des histoires terribles. Il y a des établissements aujourd'hui qui ont esté en justice. Je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Je crois qu'en tant que partenaire de l'État, les établissements privés devraient communier avec l'ANBG et avec le SOSUP en bonne intelligence. Et j'espère donc que l'ANBG va s'abstenir de ce genre de choses et qu'à l'avenir, après le bac, que les étudiants soient immédiatement orientés et que les sessions d'attribution de bourses se tiennent aussi avant la rentrée. Parce que si les choses avaient été faites en amont comme cela, le problème ne se poserait pas. Donc, le message des établissements privés à l'endroit de ces 2 institutions, c'est d'accorder leur violon et de faire que les établissements privés continuent leur travail dans la sérénité. Je l'ai dit, vive le Gabon. Monsieur Saba, on espère vous revoir très vite sur notre plateau pour nous donner le pouls de comment se passent vos activités au sein de l'Université Omar Bongo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un bon moment. On espère que les téléspectateurs de Gabon Première ont été édifiés sur l'état de santé de l'université au Gabon. Nous, on vous donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 17h. Restez fidèles au programme de Gabon Première et n'oubliez pas de vous couvrir parce que le monde est fou dehors. Bonne soirée chez vous. À vendredi.